Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jonathan et je n'ai jamais ressenti une colère aussi intense que ce jour-là. Ce n'était pas une simple colère ordinaire, c'était le genre de fureur que personne ne devrait jamais ressentir. À ce moment-là, j'avais un désir irrépressible de faire du mal physiquement à deux personnes. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait pousser quelqu'un à un tel état. Permettez-moi de vous expliquer. Tout a commencé il y a environ 5 semaines, lorsque j'ai remarqué un changement soudain et radical dans le comportement de ma femme. C'était comme si elle s'était transformée du jour au lendemain, tel un caméléon muant sa peau. Elle a commencé à rejeter toute forme d'intimité, physique et émotionnelle, des choses naturelles et attendues entre un mari et une femme. Ce changement brutal a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Mes instincts se sont manifestés, faisant remonter des souvenirs douloureux de mon passé. Des années auparavant, mon ex-petite amie m'avait trahi, laissant des cicatrices que je croyais guéries. Lorsque la vérité de sa trahison a éclaté, cela m'a enseigné certaines des leçons les plus difficiles de ma vie. Fait intéressant, je n'avais jamais partagé cette partie de mon passé avec ma femme, non pas que cela aurait fait une différence. Dès la 2e semaine de son retrait, je ne pouvais me défaire du soupçon que quelque chose n'allait pas sérieusement. Contrairement à d'autres qui pourraient chercher de l'aide ou des conseils dans de telles situations, je me suis toujours fié à moi-même. Je ne suis pas le genre de personne qui fait confiance facilement ou qui dépend des autres pour résoudre mes problèmes. Alors, pendant ma pause déjeuner, j'ai décidé de la suivre discrètement après qu'elle ait quitté le travail. À mon grand choc, elle a conduit jusqu'à un motel et a garé sa voiture. Sans hésitation, elle s'est dirigée directement vers la chambre 104. À cet instant, mes pires craintes furent confirmées. Mon instinct me disait qu'elle me trompait. Cela n'avait aucun sens, son travail ne nécessitait pas de rencontrer des clients en dehors du bureau. Elle travaillait au service comptabilité, sans interaction directe avec les clients. Pourtant, la voilà dans un motel. Mes soupçons se sont solidifiés en certitude. Apprendre son infidélité m'a profondément blessé, mais pas autant que l'abus émotionnel que j'avais déjà enduré pendant des mois. Elle m'avait ridiculisé, insulté et rejeté de toutes les manières imaginables. La personne avec qui elle a choisi de me tromper était un collègue, bien qu'il travaille dans des départements différents. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était sur la voie rapide du succès, faisant partie de l'équipe d'intervention rapide de l'entreprise. Pendant 2 semaines angoissantes, j'ai réfléchi à la manière de gérer cette situation. Finalement, j'ai opté pour une approche directe. Je n'allais pas gaspiller de l'argent à engager un détective privé pour confirmer ce que je savais déjà. Au lieu de cela, je me suis préparé au moment où je les affronterais, elle et lui, face à face. Je devais être stratégique malgré la rage bouillonnante en moi. Je me suis répété à maintes reprises que je ne pouvais pas laisser la colère me consumer, recourir à la violence ne résoudrait rien. La tentation de réagir violemment était forte, si forte, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Je devais rester calme et calculé. Il ne s'agissait pas seulement de la confronter, j'avais besoin de preuves pour le tribunal, des preuves qui pourraient me protéger et assurer la justice. Mon avocat m'avait conseillé qu'avec des preuves solides, je pourrais déposer une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, une action qui aurait de graves conséquences tant pour ma femme que pour son amant. J'avais passé les 2 dernières semaines à préparer méticuleusement ce moment. J'avais déjà engagé un serrurier pour changer les serrures à la maison. Nos finances étaient méticuleusement divisées et toutes nos cartes de crédit jointes avaient été annulées à mon initiative. Chaque détail avait été pris en compte. Maintenant, alors que je me tenais devant la chambre 104, le coup de grâce se profilait à l'horizon. Quelle serait la réaction de Simone lorsqu'elle réaliserait que sa trahison avait été découverte? Je ne pouvais pas le prédire avec certitude. Une partie de moi croyait qu'elle pourrait se sentir coupable, du moins au début, mais mon avocat, un expert chevronné en matière de divorce, m'a assuré que la culpabilité s'estomperait rapidement une fois qu'elle aurait engagé son propre avocat. Quant à mes sentiments envers elle, je me suis demandé, l'aimais-je encore? La vérité était compliquée. À ce moment-là, tout ce que je ressentais était de la haine, pure, ouverte et écrasante. Pourtant, au fond de moi, une petite partie s'accrochait à l'infime espoir que, peut-être, juste peut-être, nous pourrions sauver notre relation. Logique. Mais cependant, je savais mieux, la confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. L'amour que je lui avais autrefois porté avait été brisé, réduit à une faible ombre de son ancienne grandeur, un vestige qui n'avait pas encore été entièrement traité. La soudaineté et l'intensité de sa trahison m'avaient laissé sous le choc, incapable de comprendre pleinement la personne qu'elle était devenue.
Alors que j'approchais du motel, j'ai tendu un billet de $100 au gérant en échange de la clé de la chambre 104. J'ai également promis de ne pas causer de troubles. À ma surprise, le gérant s'est montré compréhensif. Il a même mentionné son ex-femme, établissant des parallèles entre nos situations. Malgré sa position, je ne le blâmais pas pour le choix de lieu de rendez-vous de ma femme, il semblait être une personne décente, prise dans un métier malheureux. Silencieusement, j'ai déverrouillé la porte et suis entré, la laissant légèrement entr'ouverte derrière moi. Ma caméra numérique à la main, je me suis préparé à capturer les preuves dont j'avais besoin. C'était ça, le moment de vérité. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une lueur de gratitude pour la caméra que j'avais reçue en cadeau d'anniversaire il y a 3 mois, sa qualité était indéniable, mais la scène qui se déroulait devant moi a rapidement exigé toute mon attention. Elle suppliait désespérément l'homme de la laisser partir, sa voix tremblant de peur. Sa colère était évidente alors qu'il se tenait debout, tentant de reprendre le contrôle de la situation. J'ai décidé de capturer plus de preuves, levant à nouveau la caméra pour documenter ce dont j'étais témoin. Les larmes de Simone coulaient sur son visage alors qu'elle se recroquevillait devant lui, sa vulnérabilité douloureusement claire. Il a continué ses actions dégoûtantes, insensible à sa détresse. Mon esprit s'emballait avec des pensées instinctives, alimentées par un mélange incontrôlable d'émotions. « Qui es-tu ? Dégage d'ici avant que je te frappe au visage, grogna-t-il, tournant sa rage vers moi. Je suis le futur ex-mari de la femme avec qui tu couches, ai-je répondu, ma voix calme mais bouillonnante de mépris. Et il n'est pas encore clair qui en fera les frais. Il ricana, doutant clairement de ma détermination. Je doute fort que tu puisses faire le moindre mal, ricana-t-il en s'approchant. Je suis resté calme, me déplaçant légèrement sur le côté et posant soigneusement la caméra, tournant mon corps juste assez pour lui donner l'avantage de l'approche. J'ai attendu. Au moment où il est entré à portée, je me suis rapidement retourné, levant mon poing avec précision. Lorsqu'il a heurté son visage, l'impact a été si violent qu'il l'a soulevé du sol. Alimenté par la colère, la douleur et un léger tremblement que je ne pouvais contrôler, j'ai ressenti une vague soudaine d'incrédulité face à mes propres actions. Je n'avais pas l'intention que les choses escaladent à ce point, mais mes émotions avaient pris le dessus sur mon jugement. Me penchant, j'ai vérifié son pouls. Le soulagement m'a envahi quand je l'ai trouvé régulier. Il était vivant, mais inconscient. À cet instant, la voix de Simone a brisé la tension, douce et frénétique. Elle marmonnait des choses incohérentes, ses mots à peine audibles à travers ses larmes. Me tournant vers elle, j'ai remarqué son corps tremblant alors qu'elle se serrait fort dans ses bras, assise contre le lit. Elle évitait mes yeux, sa peur palpable. Les larmes de Simone continuaient de couler alors qu'elle restait assise, tremblant, tirant les draps autour d'elle comme s'ils pouvaient la protéger de la vérité. Pendant des semaines, son comportement avait été erratique, mais maintenant, il était clair qu'elle savait que je savais, le jeu était terminé. Je demande le divorce, ai-je dit d'une voix neutre, dénuée d'émotion. Les serrures ont été changées. J'ai ouvert un compte bancaire et ta part de nos biens a déjà été transférée. Tu as été officiellement notifié, c'est fini. J'ai posé les papiers du divorce sur ses genoux. Elle y jeta un bref coup d'œil avant de finalement croiser mon regard. Ses yeux vacillèrent avec un mélange de peur et de tristesse, mais aucun mot ne vint. Le silence qui planait dans la pièce était lourd et suffocant. Alors que je me tournais pour partir, sa voix brisa le silence, désespérée et suppliante. « Attends, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, Jonathan, s'il te plaît, cria-t-elle. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher, ma résolution inébranlable. Je savais que si je me retournais, son regard rempli de larmes m'affaiblirait, me tirant dans le chaos émotionnel que j'avais passé des semaines à tenter de fuir. Il y avait eu trop de problèmes non résolus, trop de dégâts causés. Je ne pouvais pas revenir à ce que nous avions, c'était fini. Quand je suis rentré chez moi, le serrurier m'attendait, remplaçant diligemment les dernières serrures et reprogrammant l'ouvre-porte de garage. Je l'ai remercié pour son travail rapide, lui glissant un billet de $20 en signe de gratitude. Assis à la table de la cuisine, le même endroit qui avait autrefois abrité tant de souvenirs chaleureux et affectueux, j'ai réfléchi aux années que nous avions passées ensemble. Le changement soudain de Simone me laissait toujours perplexe. Qu'est-ce qui l'avait poussé à une telle trahison? Qu'est-ce qui l'avait amené à ignorer les vertus qu'elle prétendait autrefois admirer en moi? Je ne comprenais pas ses motivations, mais je savais une chose avec certitude, notre relation était terminée.
5 semaines de douleur et de mots durs m'avaient transformé en quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un que Simone n'avait visiblement pas remarqué. J'étais devenu quelqu'un d'autre, la personne que j'étais avant sa trahison n'existait plus. Mes pensées furent interrompues par la sonnerie de mon téléphone. En jetant un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, j'ai vu le nom de la mère de Simone. J'ai hésité, puis j'ai répondu « Salut, Jonathan à l'appareil. Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je en essayant de garder un ton neutre. À ma surprise, la voix de Doris était pleine d'inquiétude. « Jonathan, comment ça t'est-elle ? Simone est venue me voir en pleurs. Elle a tout avoué et a dit qu'elle avait ruiné votre mariage. » Curieux, ai-je répondu, « Eh bien, Doris, c'est un peu compliqué. Simone devra expliquer elle-même ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je l'ai trouvée dans une chambre de motel et je lui ai remis les papiers du divorce. » Jonathan, je ne comprends pas ce qui se passe entre vous deux, dit Doris, sa voix tremblante de confusion. Je m'excuse sincèrement, Doris. Tu sais à quel point je t'aime, toi et Samedi. Toute cette situation est sans aucun doute difficile pour nous tous, mais il faut que cela se passe ainsi, ai-je dit, ma voix se brisant alors que les larmes commençaient à couler sur mon visage. Malgré ma colère envers Simone, je gardais une profonde affection pour ses parents. Au fil des ans, Doris et Sam ne m'avaient témoigné que gentillesse et chaleur tout au long de ma relation avec Simone. L'angoisse et la stupéfaction dans la voix de Doris me transpercèrent l'âme. Je ressentis un étrange soulagement que cette conversation ait lieu par téléphone. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. « Jonathan, ne peux-tu pas trouver un moyen de résoudre cela ?» demanda Doris, sa voix lourde d'inquiétude. « Doris, ce n'est pas une petite affaire, c'est grave, quelque chose qui détruit tout, » ai-je répondu, mon ton ferme mais rempli de regrets. Le silence à l'autre bout de la ligne en disait long. Doris avait clairement du mal à digérer ce que je venais de dire. Je la comprenais, après tout, pas plus tard qu'hier soir, nous avions dîné ensemble, moi, Simone, Doris et Samedi. Simone avait été affectueuse et douce en leur présence, agissant comme si tout était parfait entre nous. Toute la situation m'avait pris par surprise. Sur le chemin du retour après le dîner, cependant, le comportement de Simone avait changé, elle était froide et distante, ce qui était alors devenu un schéma familier. Pendant le dîner, nous avions travaillé dur pour maintenir l'image d'un couple heureux, ne serait-ce que pour protéger Sam de la vérité de la trahison de sa fille. La santé de Sam était déjà fragile, affaiblie par des années de travail acharné et de tabagisme. Doris, bien que plus saine, s'inquiétait constamment du bien-être de son mari. Avec le recul, je regrettais de ne pas les avoir prévenus de ce qui se passait avant de prendre des mesures aussi drastiques, mais à l'époque, j'estimais nécessaire de les préserver du chaos. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. En jetant un œil à l'identification de l'appelant, je vis que c'était le père de Simone. Samedi, bonjour, ai-je salué en essayant de stabiliser ma voix. Jonathan, il faut que je te parle de ma fille et de cette situation tumultueuse, commença Samedi, hier soir, Simone s'est confiée à sa mère, et j'étais là pour l'entendre. Pourrions-nous organiser une rencontre ? J'aimerais partager ce qu'elle nous a dit. Respectant profondément Sam et Doris, j'ai volontiers accepté. Lors de notre rencontre, Sam raconta la conversation qu'il avait eue avec Doris et Simone la veille au soir. Sa voix était lourde en rapportant ces mots, « Simone, je suis ta mère et Jonathan est comme un fils pour moi. Je suis désolé qu'il t'ait remis les papiers du divorce, mais j'ai besoin que tu me dises ce qui se passe réellement. Mentionner qu'il t'a surprise dans une chambre de motel ne suffit pas. Je veux comprendre pourquoi tu étais là et qui était avec toi, avait dit Doris. » Simone hésita avant de répondre, sa voix basse et tendue, « Maman, notre relation a changé, ce n'est plus ce que c'était quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Jonathan a été tellement occupé par le travail, prenant plus de projets que jamais. Nous en avons déjà parlé, mais cela a eu des répercussions sur notre vie personnelle. Je savais que son travail acharné mènerait à une promotion bien méritée, mais cela a aussi laissé un vide dans notre relation. » Le ton de Simone changea alors qu'elle poursuivait, « Les choses sont devenues encore plus compliquées au travail. J'ai fait une erreur dans les dossiers des employés, une grave, bien que non catastrophique, mais Greg, mon collègue, l'a découvert. Il a vu une opportunité d'exploiter la situation. Il m'a forcé à le rencontrer pour le déjeuner, insinuant qu'il y aurait des conséquences pour ma carrière si je ne me conformais pas. » La voix de Doris était devenue plus vive. « Forcé ? Que dis-tu, Simone ? » J'ai accepté à contre-cœur de lui donner quelque chose d'intime, avoua Simone, la voix brisée.
Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, mais à l'époque, je me suis justifié. Jonathan et moi étions en difficulté et nous n'avions pas été intimes depuis des mois. Cela m'a facilité la prise de cette terrible décision. Après cette première fois, j'ai réalisé que j'étais curieuse d'une expérience que je n'avais jamais eue. Jonathan était mon seul partenaire, je n'avais jamais été avec personne d'autre. Simone marqua une pause avant de reprendre. La première fois que cela s'est produit, c'était dans le bureau de Greg, pendant la pause déjeuner. Tout le monde était parti chercher à manger, mais je suis resté. Greg m'attendait, il m'a même surprise avec une petite bouteille de mon vin préféré, accompagnée de fromage et de crackers. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, il ne me semblait pas être le maître chanteur manipulateur que j'avais initialement pensé. Cette rencontre a été un tournant pour moi. Elle a changé ma façon de voir les choses. Bien que je sache que c'était moralement répréhensible, je me suis retrouvé à désirer davantage de ces moments interdits avec Greg. Peu importait que j'aime toujours mon mari, il y avait quelque chose d'enivrant dans ces rencontres. Mais Greg ne me traitait pas comme une personne, il me traitait comme sa propriété. Et pourtant, quand j'étais avec lui, je laissais tomber toutes mes inhibitions et devenais quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. À la fin de cette première pause déjeuner, j'avais fait des choses avec Greg que je n'aurais même jamais envisagé de faire avec Jonathan. Nous avons à peine réussi à nous ressaisir avant que le bureau ne commence à se remplir à nouveau. En sortant du bureau de Greg, je ne pouvais pas me débarrasser du goût de lui sur mes lèvres. Cela me hantait toute la journée et la pensée de notre prochaine rencontre obsédait mon esprit. Le lendemain, Greg m'a cherché. Il était clair qu'il en voulait plus, et moi aussi. Notre deuxième rencontre a eu lieu de nouveau dans son bureau, et pendant ce temps, il a commencé à lancer des pics subtils à Jonathan. Il rabaissait mon mari de manière qui semait le doute dans mon esprit. Au cours des 2 semaines suivantes, ces insultes sont devenues une caractéristique régulière de nos rencontres. Greg a même suggéré que Jonathan pouvait être infidèle étant donné la distance et la tension dans notre mariage. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à adopter l'attitude négative de Greg envers mon mari. À la maison, mon comportement envers Jonathan a changé. Je le critiquais ouvertement, le rabaissant devant les autres, sauf lorsque nous étions avec mes parents. Au fond de moi, j'étais terrifié qu'il me perce à jour, qu'il réalise à quel point j'avais dévié. Alors j'ai maintenu la façade d'une épouse dévouée en leur présence, mais en réalité, ma relation avec Jonathan s'effritait tandis que ma relation avec Greg s'approfondissait. Ce qui avait commencé comme une aventure physique avec Greg s'est transformé en une liaison à part entière. Les rencontres au motel devenant plus fréquentes, Greg a suggéré que nous continuions à nous y rencontrer pour éviter les soupçons. Sa femme avait commencé à poser des questions, probablement parce que quelqu'un au travail avait remarqué à quelle fréquence nous étions vus ensemble. Malgré notre implication croissante, aucun de nous n'envisageait de quitter son conjoint, notre relation était purement physique, rien de plus. Avec le recul, je ne reconnais pas la personne que je suis devenue. J'ai échangé l'amour, le respect et la compréhension de Jonathan contre une connexion superficielle et éphémère, mue par la luxure et la nouveauté. Jonathan m'a toujours respecté, il n'a jamais rien pris sans mon plein consentement. Greg, en revanche, n'avait aucune affection pour moi, il prenait ce qu'il voulait sans hésitation, me traitant comme un objet plutôt que comme une partenaire. Et d'une certaine manière, je préférais cela. J'ai cru au mensonge de Greg concernant Jonathan, me convainquant qu'une liaison excitante avec Greg était plus épanouissante que le lien émotionnel que j'avais autrefois avec mon mari. Il y a 10 semaines, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, malheureusement, c'est une erreur qui ne peut être réparée. Quand Jonathan est entré dans la chambre de motel ce jour-là, j'ai été stupéfaite. J'ai désespérément essayé de me couvrir, suppliant Greg d'arrêter. Greg, rempli de colère, est sorti du lit et s'est avancé. J'ai regardé dans les yeux de Jonathan, mais ce que j'y ai vu m'a terrifié, un parfait étranger. Il y avait une tension en lui que je n'avais jamais vue auparavant. Sans dire un mot, Jonathan a commencé à nous prendre en photo avec son appareil. Greg a prononcé quelque chose d'inintelligible, visiblement mal à l'aise. Jonathan a posé l'appareil photo sur la table voisine avec une indifférence calculée. Ce qui s'est passé ensuite m'a choqué. Greg s'est jeté sur Jonathan, mais en quelques secondes, Jonathan l'a repoussé. Greg a été projeté en l'air, atterrissant lourdement sur le dos. Mes yeux ont de nouveau rencontré ceux de Jonathan, mais cette fois, la honte m'a consumé. Je ne pouvais pas soutenir son regard. Désespérément, j'ai essayé de me protéger du chaos, serrant les draps autour de moi.
Les mots de Jonathan transpercèrent l'air comme une lame. « Tu es corrompu », dit-il, sa voix froide et stable. Il a ensuite jeté avec désinvolture plusieurs papiers pliés sur le lit, les papiers du divorce. Je ne pouvais pas lever les yeux, la honte et l'humiliation me parcoururent les veines, me faisant trembler. Je me sentais exposé et vulnérable, incapable de comprendre la réalité de ce qui se passait. Jonathan n'a pas crié, n'a pas explosé de colère. Au lieu de cela, il s'est tourné brusquement, a pris l'appareil photo de la table et s'est dirigé vers la porte. Désespéré, je l'ai appelé. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je le suppliais, bien que je ne me souvienne même pas de ce que j'ai dit. Mes mots semblaient vides de sens. Jonathan ne s'est pas arrêté, il n'a pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière lui, me laissant dans le silence étouffant de la pièce. Après coup, je suis resté sous la douche pendant ce qui a semblé des heures, insensible à tout. Je me fichais que Greg soit vivant ou mort, cela n'avait plus d'importance pour moi. La seule pensée qui me consumait était la prise de conscience de ce que j'avais perdu. Plus tard, le gérant du motel est venu dans la chambre. Son regard méprisant m'a transpercé, me faisant sentir comme de la simple saleté sous ses pieds. Il a expliqué d'un ton neutre que Jonathan l'avait payé pour la clé de la chambre. Puis, dans un moment étrangement personnel, il a mentionné comment lui aussi avait un jour trouvé sa femme avec un autre homme. C'est ce qui l'avait motivé à aider Jonathan. Il n'a pas eu besoin d'expliquer davantage, j'ai compris. Le lendemain, je suis arrivé au travail pour trouver 3 hommes qui m'attendaient dans mon bureau, le président de l'entreprise, le responsable des RH et quelqu'un que je supposais être l'avocat de l'entreprise. Leur visage était grave et il était immédiatement clair que ce ne serait pas une conversation agréable. Ils ont expliqué que, bien qu'ils ne veuillent pas d'ennui juridique, ils ne pouvaient pas laisser passer ce qui s'était produit. Pour éviter d'autres complications, ils m'ont remis une indemnité de départ et m'ont demandé de quitter l'entreprise immédiatement. C'était humiliant, mais au moins, c'était fini. Greg et moi ne nous sommes plus parlé après ça. Notre soi-disant relation était bâtie sur des mensonges, la manipulation et l'exploitation. Elle n'avait aucune base pour survivre au-delà des circonstances de notre infidélité. Je me suis éloigné de tout cela avec une leçon durement apprise et le vœu de ne plus jamais laisser personne profiter de moi de la sorte. En quittant le bureau pour la dernière fois, j'ai ressenti un étrange soulagement. J'avais peut-être perdu mon emploi, mais j'avais retrouvé une part de mon estime de soi. À partir de ce jour, je me suis promis d'être plus prudent, plus attentif aux personnes que j'admettais dans ma vie. Greg, cependant, resterait un douloureux rappel d'un chapitre qu'on était impatient de clore. Quelques heures après mon départ, Greg a été escorté hors du bâtiment par la sécurité et remis à la police. Il s'est avéré que son comportement allait bien au-delà de ses actions avec moi. Une enquête interne a révélé que Greg volait l'entreprise depuis des années, détournant de l'argent, falsifiant des reçus et se livrant à des activités frauduleuses lors de voyages d'affaires. Les preuves étaient accablantes et il a été formellement accusé de vol aggravé. La vie de Greg s'est rapidement effondrée. Sa femme, confrontée à la honte et à la trahison, a décidé de le quitter, emmenant leurs 3 enfants vivre chez ses parents sur la côte est. Pendant ce temps, Greg était en prison, en attente de son procès. Initialement, on m'a demandé de témoigner contre lui. Cependant, après avoir consulté le procureur, il est devenu clair que mon témoignage pourrait compliquer l'affaire plutôt que de l'aider. En conséquence, je n'ai pas été impliqué dans le procès. Peu de temps après, l'avocat de Greg m'a approché, espérant que je témoignerais en faveur de son client. J'ai refusé. J'ai expliqué comment Greg m'avait fait chanter pour une relation intime, avait manipulé mon mariage et avait causé des dommages irréparables à ma vie. Après avoir entendu ma version des faits, l'avocat a réalisé que mon témoignage ferait plus de mal que de bien à la défense de Greg et a retiré sa demande. « Maman, je n'arrive pas à croire que j'ai fait une telle gaffe », a dit Simone lors d'une conversation tendue avec sa mère. « Simone, tu as commis la plus grave erreur imaginable », a répondu sa mère, la voix ferme et emplie de déception. Tu n'as pas seulement déçu toi-même pour nous, tu as laissé tomber ton mari, tu as détruit 2 mariages, y compris le tien. Tu es tombé au plus bas, et pourtant, malgré tout cela, je t'aime toujours parce que tu es ma fille, mais j'ai perdu tout respect pour toi. Le père de Simone, Sam, m'a informé plus tard que Doris et lui avaient permis de rester avec eux pour le moment. Sa voix était remplie de confusion et de tristesse en me partageant cela. Entendre cela m'a mis les larmes aux yeux. Je sympathisais sincèrement avec ses parents, c'étaient de bonnes et gentilles personnes qui avaient été entraînées dans cette terrible situation sans aucune faute de leur part.
Avec le recul, je me suis demandé si j'aurais dû les prévenir plus tôt, mais le faire aurait risqué d'alerter Simone et de perdre les preuves dont j'avais besoin. Les photos que j'avais prises n'étaient pas décisives au tribunal, à moins que l'avocat de Simone ne décide d'adopter une approche contradictoire. Cependant, j'avais 6 témoins crédibles prêts à témoigner de ses actions et de celles de Greg. Bien que j'hésitais à qualifier leur relation de liaison, la nature de leur implication restait ambiguë. Simone aimait-elle vraiment Greg, ou avait-elle été contrainte dès le début? Les déclarations antérieures de son père suggéraient que Greg avait exercé une influence significative sur Simone au début de leur relation, mais la vérité restait floue. Pendant ce temps, mon avocat s'employait déjà à présenter l'affaire à l'employeur de Simone. En même temps, je me préparais à visiter la chambre du motel pour recueillir des preuves supplémentaires. Mon avocat avait déposé l'affaire au tribunal et, dans les 20 minutes suivant la notification au service juridique de l'entreprise, leur ton a radicalement changé. Au début, ils étaient sur la défensive et dédaigneux, mais lorsque mon avocat a évoqué les déclarations sous serment et les preuves que nous avions recueillies, leur perspective a entièrement changé. D'après ce que mon avocat m'a dit, il est devenu très probable que Simone, Greg et plusieurs autres personnes impliquées perdent leur emploi à moins qu'ils ne puissent fournir une explication raisonnable à leurs actions. L'employeur de Greg, en particulier, semblait désireux de se distancier du scandale. Nous avions des déclarations sous serment de 3 collègues de Greg et d'un collègue de Simone, tous ayant témoigné de leurs activités clandestines pendant les heures de travail. De plus, le propriétaire du motel et un membre du personnel de nettoyage ont fourni des déclarations sous serment concernant leurs visites fréquentes, portant le nombre total de témoins à 6. En plus des témoignages, j'avais des preuves photographiques confirmant la nature de leur relation et prouvant leur mauvaise conduite pendant les heures de travail. La raison pour laquelle Greg avait choisi le motel plutôt que d'autres endroits était claire, il voulait éviter d'attirer l'attention au bureau. Ironiquement, ses efforts pour rester discrets n'avaient fait que rendre leurs actions plus visibles. Même avant que notre affaire ne soit révélée, les dirigeants de l'entreprise avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais manquait de preuves concrètes. Maintenant, avec les déclarations sous serment et les photos, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. La solidité du dossier contre Greg était indéniable, en particulier en ce qui concernait l'accusation d'aliénation d'affection. L'approche stratégique de mon avocat a garanti que l'employeur de Greg prenne les allégations au sérieux. Les répercussions de notre affaire ont eu des conséquences profondes non seulement pour Greg et Simone, mais pour toutes les personnes impliquées. Ce qui avait commencé comme une liaison alimentée par la manipulation et la tromperie a finalement détruit leur vie, laissant derrière elle un sillage de relations brisées et de confiance anéantie. En repensant à tout cela, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de justification et de tristesse. L'amour, la confiance et le respect que j'avais autrefois pour Simone avaient disparu, remplacés par la douloureuse prise de conscience de notre chute. Le chapitre se refermait enfin, mais les cicatrices resteraient. Mon avocat avait méticuleusement recueilli une quantité considérable d'informations, y compris une copie imprimée des directives éthiques et de la politique de relations au travail de l'entreprise de Simone. C'est au cours de ce processus que j'ai découvert toute l'étendue de la liaison de Simone avec Greg. Leur relation avait duré un peu plus de 5 semaines avant que je ne soupçonne pour la première fois que quelque chose n'allait pas, ce qui signifie qu'au moment où je les ai confrontés au motel, Simone avait été infidèle pendant près de 10 semaines. La révélation de leur liaison a marqué l'une des périodes les plus émotionnellement difficiles de ma vie. Ce fut l'un des 3 moments décisifs qui m'ont bouleversé jusqu'au plus profond de moi, et j'espérais sincèrement ne plus jamais rien vivre de tel. Quand j'ai quitté la chambre du motel ce jour-là, j'ai ressenti un calme étrange, différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Simone était allongée sur le lit, les larmes coulant sur son visage, tandis que Greg restait inconscient sur le sol. Alors que j'entrais dans le couloir, le gérant du motel s'est approché de moi, me tendant la clé. Il a posé une main réconfortante sur mon épaule, « C'est difficile maintenant, mais tout ira mieux. Prenez le temps de vous redécouvrir, et finalement vous trouverez quelqu'un de nouveau », a-t-il dit d'un ton rassurant. Tout ira bien, sachez juste que le processus de récupération sera douloureux. Cela dépend toujours de la profondeur avec laquelle vous l'avez aimé et de l'attention que vous lui avez portée. Merci, ai-je répondu, réalisant que j'étais déjà parvenu à cette compréhension moi-même. Étonnamment, Simone n'a opposé aucune résistance pendant le processus de divorce. Cela a rendu tout plus facile que ce que j'avais anticipé. Même mon avocat, et peut-être le sien, ont été surpris par sa docilité. Il était évident qu'elle souffrait énormément, mais elle n'a jamais tenté de justifier ses actions. Elle n'a pas argumenté,
n'a pas essayé d'expliquer, c'était comme si elle s'était résignée aux conséquences de ses choix. Une fois le divorce prononcé, le litige impliquant son ancien employeur a également abouti à une conclusion rapide. L'unique objectif de l'entreprise était de s'assurer que je disparaisse de leur radar. Ils ont couvert tous mes frais de justice. Les frais de justice et m'avaient même offert un règlement financier substantiel pour obtenir mon consentement à clore l'affaire. Pendant ce temps, Simone continuait de peiner à cause des conséquences de ses actes. Vivre chez ses parents était devenu une épreuve incroyablement difficile pour elle. La honte de se voir comme une imposteur, quelqu'un qui avait détruit non seulement son mariage mais aussi sa réputation, pesait lourdement sur elle. Ce fardeau prendrait des années à surmonter, si tant est qu'elle puisse le surmonter un jour. J'espérais qu'un jour elle pourrait reconstruire sa vie et tirer une leçon douloureuse mais précieuse de cette expérience. Seul le temps révélerait l'étendue de son évolution. Quant à Greg, son incarcération m'a procuré un léger sentiment de satisfaction, du moins pour un instant fugace. Peut-être allait-il maintenant connaître diverses formes d'intimité, cette fois en tant que receveur. Je ne pouvais pas éprouver la moindre sympathie pour lui. À mes yeux, il n'était pas un homme digne de ce nom. Il avait une famille, une femme et 3 enfants. J'ai fait la connaissance de sa femme lors de leur divorce chaotique et je n'ai pu m'empêcher de remarquer à quel point elle était brillante et digne. Greg avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, pourtant il a tout gâché de manière imprudente. Il était évident que ses désirs insatiables avaient mené à sa perte, et il était seul responsable du désastre qu'il a laissé derrière lui. Après que tout cela se soit déroulé, j'ai pris la décision difficile de quitter mon emploi. Mes employeurs ont été choqués par ma démission soudaine et ont tout fait pour me persuader de rester. Cependant, la tourmente dans ma vie personnelle était simplement trop écrasante, me rendant incapable de travailler efficacement. Une fois qu'ils ont réalisé que ma décision était irrévocable, ils m'ont gentiment fourni une généreuse lettre de recommandation, que j'ai acceptée avec gratitude. Il y a 1 an, j'ai déménagé sur la côte ouest et j'ai commencé un nouvel emploi. Depuis lors, la vie a progressivement pris un meilleur tournant. En travaillant ici, j'ai eu le plaisir de rencontrer une femme merveilleuse nommée Kelly. Elle a été une lumière dans ma vie, quelqu'un à qui je sens qu'il vaut vraiment la peine de s'accrocher. Comme moi, elle a été marquée par la trahison, son ex-mari lui avait été infidèle. Cette expérience partagée a créé un lien profond entre nous, et bien que je sois toujours aux prises avec des problèmes de confiance, je suis optimiste quant au fait que nous construisons quelque chose de significatif ensemble. La vie m'a enseigné de rudes leçons, mais j'apprends lentement à me reconstruire. Il y a tout juste une semaine, j'ai reçu un appel dévastateur du père de Simone, samedi. Sa voix était lourde de chagrin lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, Simone s'était complètement perdue. Elle était devenue dépendante aux drogues illégales et, malgré tous leurs efforts pour l'aider, elle n'avait pas réussi à surmonter son addiction. Finalement, ils ont trouvé son corps sans vie chez eux. Il a été confirmé plus tard qu'elle avait pris une overdose de pilules, mettant fin à ses jours. La nouvelle m'a frappé comme un raz-de-marée. Je suis resté assis, sidéré, en silence, tandis que Sam parlait, sa voix se brisant d'émotion. Bien que Simone et moi ayons traversé tant d'épreuves, et malgré la trahison et la douleur qu'elle m'avait causée, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une profonde tristesse. J'ai exprimé mes sincères condoléances et assuré Sam que lui et Doris pouvaient compter sur mon soutien de toutes les manières possibles. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la fin tragique de Simone. Ses actions avaient causé tant de douleur, non seulement à moi, mais à elle-même et à tous ceux qui l'entouraient. Pourtant, au final, je n'ai pas pu me résoudre à la haïr. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde pitié pour la vie qu'elle aurait pu avoir et la personne qu'elle aurait pu être. Peut-être que dans d'autres circonstances, les choses auraient pu se passer différemment, mais tout ce que je pouvais faire maintenant était d'espérer que ses parents trouveraient une certaine paix et guérison au milieu de leur chagrin. La vie continue de m'enseigner des leçons difficiles, et bien que je ne puisse jamais effacer la douleur du passé, j'apprends à regarder vers l'avenir, à embrasser la possibilité du bonheur et de la croissance. L'histoire de Simone restera à jamais un rappel de la fragilité de la confiance, de l'amour et des choix, et à quelle vitesse ils peuvent sombrer dans la tragédie lorsqu'ils sont considérés comme acquis. Histoire 2, je m'appelle Dave et je suis en couple avec ma petite amie Kelly. Notre histoire a commencé de manière inattendue. J'ai par hasard entendu une conversation téléphonique sincère entre Kelly et une de ses amies proches. À l'époque, nous étions ensemble depuis environ 2 ans et je commençais à envisager sérieusement de la demander en mariage. Je me sentais prêt à franchir l'étape suivante et à lui demander de m'épouser.
Kelly est une de ces femmes qui, au premier abord, pourrait passer inaperçue dans une foule. Elle a l'habitude de cacher sa silhouette presque parfaite sous des vêtements amples, car elle n'aime pas l'attention que cela attire. Mais si vous avez la chance de vraiment la connaître, vous réaliserez rapidement la profondeur de sa beauté et la chaleur de son cœur. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une fête du Nouvel An organisée par un ami commun. À l'époque, je n'avais aucune idée que cette rencontre fortuite se transformerait en histoire d'amour. Nous avons rapidement découvert de nombreux centres d'intérêt communs. Bien qu'elle ne m'ait pas charmé immédiatement, en une semaine, j'ai rassemblé le courage de l'inviter à sortir. Après quelques mois de rencontres, un soir, elle est apparue de manière inattendue chez moi, voulant rendre la soirée spéciale. J'ai préparé un délicieux dîner pour elle. Nous nous sommes installés sur mon canapé pour regarder un film ensemble et, avant longtemps, nos gestes affectueux se sont transformés en baisers passionnés. La suite, je me suis retrouvé dans mon lit avec elle. Cette nuit-là, j'ai été époustouflé par la façon dont Kelly s'est montrée décomplexée et aventureuse, une facette d'elle que je n'avais pas vue auparavant. Elle a montré une intrépidité et une spontanéité qui m'ont laissé à la fois dépassé et captivé. À partir de cette nuit, notre lien est devenu plus fort que jamais. Bien sûr, notre relation n'a pas été sans défi. Je suis le genre de personne qui peut être oublieuse ou distraite par moments, et je sais que cela l'a involontairement blessée ou déçue. D'un autre côté, Kelly, comme beaucoup de gens, a ses propres particularités, et il y a eu des moments où ses actions m'ont frustré. Malgré ses hauts et ses bas, nous nous aimons profondément. Cependant, nous n'avons jamais emménagé ensemble, principalement à cause de la forte influence que ses parents ont dans sa vie. Kelly pensait que vivre avec moi, même si nous étions très proches, pourrait créer des tensions avec sa famille. Par amour et respect pour elle, je n'ai jamais insisté et j'ai plutôt soutenu sa décision. Cela m'amène au jour qui a tout changé. J'ai entendu la conversation téléphonique de Kelly avec son amie Gina, et cela m'a fait confronter mes propres lacunes et les siennes. Après une soirée particulièrement intime ensemble, Kelly a quitté mon appartement pendant que j'étais dans la salle de bain. Elle a apparemment appelé Gina. Je n'écoutais pas intentionnellement, mais en revenant au salon, j'ai entendu des fragments de leur conversation qui m'ont laissé sidéré. Jusqu'à ce moment, je pensais que notre relation était florissante. Kelly exprimait sa frustration quant au fait que j'avais oublié la Saint-Valentin cette année. Elle a dit à Gina que cela la faisait douter de mes sentiments pour elle. Elle a admis que parfois elle se demande si je suis avec elle juste pour avoir quelqu'un de constant dans ma vie. Elle a même dit que mon habitude d'oublier les dates importantes, comme les anniversaires ou les occasions spéciales, lui faisait sentir que je ne me souciais pas d'elle autant que je le prétendais. Entendre cela m'a brisé le cœur. J'aime sincèrement Kelly de tout mon cœur, mais voilà qu'elle partageait ses doutes et ses déceptions avec quelqu'un d'autre. Cela m'a piqué de réaliser à quel point mes actions, ou leur absence, l'avaient blessée. Kelly a poursuivi en disant que mon oubli n'était pas limité à la seule Saint-Valentin, elle devait me rappeler les anniversaires et autres événements significatifs, ce qui ne faisait qu'approfondir sa déception. Elle a admis que si j'avais juste mémorisé une date importante et l'avait surprise, cela l'aurait peut-être fait se sentir plus chérie. Au lieu de cela, elle se sentait parfois comme un simple arrangement pour moi, ou pire, juste un objet pour ma satisfaction. La douleur dans sa voix était indéniable et cela m'a frappé de plein fouet. Ce qui m'a blessé encore plus, c'est l'implication de Gina. Gina et moi avons toujours eu une relation tendue. Elle ne m'a jamais aimé et a clairement fait savoir qu'elle pensait que Kelly méritait quelqu'un de mieux. Au cours des 2 années où je l'ai connue, je ne me souviens pas d'une seule fois où elle ait dit quelque chose de positif à mon sujet. En écoutant leur conversation, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Gina encourageait subtilement Kelly à me quitter. La colère a commencé à monter en moi, mais au lieu de la diriger contre moi-même pour les erreurs que j'avais commises, je me suis surpris à blâmer Gina. Kelly a continué à parler, expliquant à quel point il était douloureux pour elle de ressentir cela. Elle a admis que parfois elle doutait même que je l'aime vraiment. Puis, dans un moment qui a été comme un coup de poignard à mon cœur, elle a dit à Gina que si j'oubliais une autre date importante comme la Saint-Valentin, elle envisagerait sérieusement de mettre fin à notre relation. Il y a eu une longue pause après cela. Il semblait que Gina écoutait attentivement, lui offrant probablement son soutien en silence. Kelly a remercié Gina d'être là pour elle, bien qu'elle ait admis qu'elle aurait aimé s'ouvrir à elle plus tôt. Au fur et à mesure que la conversation avançait, ma frustration envers Gina grandissait. J'avais l'impression qu'elle avait des arrière-pensées, essayant de pousser Kelly à s'éloigner de moi. Les paroles de Kelly ont révélé à quel point ce problème l'affectait profondément,
mais elles m'ont aussi laissé un sentiment de vulnérabilité et de culpabilité après avoir raccroché. Kelly semblait ignorer que j'avais tout entendu cette nuit-là. J'étais submergé par un mélange d'émotions, la culpabilité de ne pas être le partenaire qu'elle méritait, la colère envers Gina pour m'avoir toujours sapé, et la tristesse de la façon dont j'avais involontairement blessé Kelly. Pour la première fois, j'ai commencé à vraiment réfléchir à mon comportement. Il ne s'agissait pas seulement d'oublier des rendez-vous, mais de lui montrer, de toutes les manières possibles, qu'elle comptait pour moi. Plus tard ce jour-là, après avoir déposé Kelly chez elle, j'ai décidé de demander conseil à mon ami Mike. Je lui faisais confiance pour m'offrir une nouvelle perspective, mais à ma grande déception, il ne fut pas d'une grande aide. En fait, j'ai eu l'impression distincte qu'il espérait une rupture entre Kelly et moi pour pouvoir faire sa propre approche. Frustré, je suis parti et j'ai commencé à penser à quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider. Samedi, Sam et moi ne nous étions pas parlé depuis un certain temps, mais je croyais qu'il me donnerait des conseils honnêtes. Il avait toujours été fiable et terre à accent grave-terre, et je faisais confiance à son jugement. Tandis que je luttais avec mes émotions, je ne pouvais m'empêcher de penser à la demande en mariage que j'avais prévue ce jour fatidique. Je m'apprêtais à demander Kelly en mariage après qu'elle soit revenue de la douche, mais après avoir accidentellement surpris sa conversation, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Au lieu de cela, je devais d'abord me concentrer sur la réparation de notre relation. Lorsque j'ai finalement contacté Sam, il s'est avéré être le véritable ami que j'espérais. Il a écouté patiemment, offrant des conseils et un soutien inestimable. Il m'a encouragé à agir, non seul. Aimant pour réparer mes erreurs, mais pour montrer à Kelly à quel point je tenais vraiment à elle. Conscient de ma mauvaise mémoire, j'ai noté les détails de notre conversation dès que j'ai quitté son appartement. Avec un plan clair en tête, je suis passé à l'action pour assurer un avenir avec Kelly. Je me suis souvenu du restaurant qu'elle avait mentionné plusieurs fois comme son préféré, un endroit qu'elle adorait mais où elle n'était jamais allée. J'ai immédiatement réservé une table là-bas, ne perdant pas de temps pour m'assurer que tout serait parfait. Fait intéressant, je me suis aussi souvenu que Gina parlait fréquemment du même endroit. Avec le recul, je me suis demandé si Gina ne s'était pas vantée que son petit ami Y emmenait, suggérant subtilement que je ne pouvais pas faire de même pour Kelly. Mais cette fois, je n'allais pas me laisser déranger par cela. J'ai finalisé la réservation et effectué le prépaiement nécessaire pour garantir la meilleure place pour la soirée. Puis, en cherchant un cadeau spécial pour Kelly, je suis tombé sur une magnifique broche. Cependant, en parcourant la bijouterie, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les bagues de fiançailles. Une bague en particulier a attiré mon attention, une élégante bague en diamant avec une monture magnifique. Sans hésiter, j'ai décidé que c'était celle-là. Le prix était élevé, alors je suis allé directement à la banque pour transférer des fonds de mon épargne afin de faire l'achat. Après cela, je me suis arrêté dans un magasin de vêtements pour acheter un nouveau costume, sachant que je devais être à mon avantage pour la soirée. La mode n'a jamais été mon fort, alors je me suis fié au vendeur serviable pour me guider. Il a fait un excellent travail en composant une tenue élégante qui, même moi, ai dû admettre, avait fière allure lorsque je suis sorti de la cabine d'essayage. J'ai été surpris d'entendre des chuchotements et des rires espiègles d'un groupe de femmes à proximité. Leurs compliments m'ont déconcerté et j'ai senti mes joues rougir d'embarras. Malgré leurs paroles gentilles, j'ai été frappé par la facilité avec laquelle les gens portent des jugements, positifs ou non, et cela m'a laissé un peu mal à l'aise. Déterminé à me débarrasser de ce sentiment, je suis allé chez le barbier pour une toute nouvelle coiffure. Changer mon apparence était une grande étape pour moi, car j'ai toujours préféré un look simple et facile d'entretien. Cependant, Sam m'avait fortement encouragé à faire cette transformation, pensant que cela montrerait à Kelly que j'étais sérieux dans ma volonté de m'améliorer. Ce soir-là, quand Kelly m'a vu, sa réaction fut inestimable. « Waouh, Dave, ta coiffure est incroyable. Pourquoi as-tu décidé de changer ?» a-t-elle demandé, les yeux illuminés de surprise. « J'ai juste pensé que ça te plairait », ai-je répondu avec désinvolture, essayant de paraître insouciant. « Tu en avais marre du vieux look, marre de la vieille coupe, hein ?» a-t-elle taquiné. « Pourquoi est-ce si important tout d'un coup ?» Sa curiosité m'a pris au dépourvu et j'ai senti le poids de ses questions peser sur moi. Un instant, je me suis demandé si Gina ne l'avait pas influencé plus que d'habitude ces derniers temps. Il y avait une certaine tension dans l'air, et malgré le fait de me sentir habituellement confiant avec Kelly, je me suis retrouvé nerveux, luttant pour trouver les bons mots. Mon cœur battait la chamade comme si je l'invitais pour la première fois. Finalement, j'ai rassemblé mon courage. « Kelly,
je me demandais si tu voudrais te joindre à moi pour un dîner spécial de la Saint-Valentin. Dave, ça va? Tu m'invites à sortir pour la Saint-Valentin, a-t-elle demandé, l'air à la fois surprise et amusé. Oui, ai-je dit en riant doucement. Qu'y a-t-il d'inhabituel à ce que nous sortions ensemble? Eh bien, a-t-elle commencé, c'est la première fois que tu m'invites ce jour particulier. Kelly, tu sais que je t'aime, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Je voulais juste te montrer à quel point tu comptes pour moi. Elle a hésité un instant avant de répondre, j'avais quelques projets, mais je suppose que je peux les annuler. Des projets? Quels projets? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté mais ressentant une pointe de jalousie. Oh, rien de spécial, a-t-elle dit. J'allais à une soirée avec Gina, mais puisque tu m'as invité, bien sûr, je viendrai avec toi. Gina et la soirée, hein? Kelly, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Ai-je demandé, ma voix teintée de nervosité. Son expression a légèrement changé tandis qu'elle répondait, Dave, qu'est-ce qui te tracasse ces derniers temps? Tu agis bizarrement. Honnêtement, je n'étais pas sûr que tu allais m'inviter pour la Saint-Valentin, alors j'ai fait des projets avec Gina. Ne le prends pas trop au sérieux. Ces mots m'ont piqué plus que je ne l'aurais imaginé. J'avais l'impression de l'avoir encore déçu, mais je ne pouvais pas non plus me débarrasser de ma jalousie et de ma peur de perdre la personne que j'aimais le plus au monde. Ce soir-là, Kelly a décidé de rentrer tôt chez elle, me laissant seul avec mes pensées et la tension persistante entre nous. J'étais sûr que Kelly allait mettre fin à notre relation. Elle avait toujours été très active en matière d'intimité, rarement plus de quelques jours sans, sauf pendant son cycle, mais ce n'était pas le cas cette fois-ci. En y repensant, j'ai réalisé que nous n'avions pas passé beaucoup de temps ensemble de toute la semaine. Dès le vendredi matin, les choses avaient déjà commencé à mal tourner, et à la fin de la journée, ma vie semblait s'être complètement effondrée. Cela a commencé par un appel téléphonique du restaurant que j'avais réservé pour la Saint-Valentin, alors que j'étais au travail. Ils m'ont informé que ma réservation avait été annulée. Apparemment, un client aisé avait réservé tout le restaurant et exigé que toutes les autres réservations soient annulées. Malgré mes arguments passionnés, le serveur a refusé de céder. Ils ont proposé de me rembourser, mais aucun effort ou excuse ne pouvait réparer la situation. Paniqué, j'ai commencé à chercher d'autres options de dîner, mais tous les endroits que j'ai appelés étaient déjà complets. En désespoir de cause, j'ai accepté à contre-cœur l'idée d'un dîner romantique et intime à la maison. Mais alors que je commençais à ajuster mes attentes, un deuxième appel téléphonique m'a apporté une nouvelle encore pire. Il y avait eu un incendie dans mon appartement. L'unité directement sous la mienne avait été réduite en cendres, et bien que mon appartement n'ait pas pris feu, mes affaires étaient trempées et détruites au-delà de toute reconnaissance par l'eau utilisée pour éteindre les flammes. Objets précieux, vêtements, meubles, tout avait disparu. J'étais stupéfait, toute ma vie semblait avoir été détruite en quelques minutes. Assis à mon bureau, je me suis adossé et j'ai laissé le poids de tout cela m'envahir. Une profonde vague de vide m'a submergé. Je n'étais qu'à quelques heures de revoir Kelly et maintenant je n'avais aucune idée de comment sauver la soirée. Puis, je me suis souvenu de la bague. La bague de fiançailles que j'avais achetée était toujours dans mon appartement, posée sur la commode, probablement ruinée maintenant. Sans réfléchir, j'ai quitté le travail et me suis dirigé directement vers mon appartement, ou plutôt vers ce qu'il en restait. L'espace autrefois douillet que j'appelais chez moi était maintenant sombre, humide et vide. Mes affaires, mes vêtements, ma vie entière, tout réduit en cendres ou trempé au-delà de toute réparation. La commode où se trouvait la bague avait disparu, à sa place, il y avait un trou béant menant au sous-sol. Je me suis assis sur le trottoir, enfouissant mon visage dans mes mains. Le poids de la journée m'écrasait et je ne pouvais m'empêcher de me demander quel autre désastre pourrait m'attendre au tournant. C'est alors que cela s'est produit, j'ai levé les yeux et j'ai vu Kelly. Elle passait en voiture dans la Jeep de mon soi-disant bon ami. Elle a rapidement détourné la tête lorsqu'elle a remarqué mon état dévasté sur le bord de la route. Mon cœur s'est serré, à ce moment-là, j'ai réalisé que je l'avais perdu. Il semblait que mon soi-disant ami avait profité de mon malheur et maintenant Kelly était avec lui. Plus tard, on m'a permis de fouiller les décombres de mon appartement. À ma surprise, j'ai trouvé la bague toujours bien rangée dans sa boîte. C'était une petite victoire, mais la signification de la bague me semblait désormais diminuer à la lumière de tout le reste. La tenant dans mes mains, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle signifiait réellement dans ma situation actuelle. Je suis passé chez mon
La maison de mes parents en banlieue pour me rafraîchir après avoir pris une douche et enfilé de vieux vêtements démodés que j'y avais encore. J'ai essayé de rassembler mes pensées, cependant, les conversations interminables de mes parents ont commencé à m'irriter et j'ai décidé de retourner en ville pour prendre l'air. Je suis allé chez Samedi. Dès qu'il m'a vu, lui et sa femme m'ont chaleureusement accueilli et ont montré une réelle préoccupation pour mon bien-être. J'ai pris Sam à part et lui ai raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il était stupéfait de la rapidité avec laquelle ma vie semblait avoir échappé à tout contrôle. Nous avons dîné ensemble et juste au moment où nous finissions, le téléphone a sonné. Sam me l'a tendu en disant « C'est Gina », d'un ton qui laissait entendre que l'appel était important. Dès que j'ai entendu la voix de Gina, un flot d'émotions m'a submergé, de la colère, de la déception et un profond ressentiment. Sans avertissement, j'ai tout déversé sur elle. « Tu as appelé pour te réjouir, n'est-ce pas ? Es-tu heureuse maintenant ?» l'ai-je amèrement accusé. La personne que je croyais être mon grand âme. Or et maintenant avec quelqu'un d'autre et ma vie s'écroule. Je ne serais même pas surpris si tu étais derrière l'incendie de mon appartement. Vas-y, réjouis-toi de mon malheur. Il semble que tu aies enfin obtenu ce que tu voulais. La voix de Gina est restée calme malgré mon explosion. Dave, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je ne me réjouis certainement pas. Quoi qu'il arrive, Kelly t'aime toujours, quoi que tu puisses penser. Et pour ce que ça vaut, j'ai de la sympathie pour toi. J'ai entendu parler de l'incendie et j'ai essayé de t'appeler plus tôt, mais je n'ai pas pu te joindre. Ces mots m'ont pris au dépourvu, mais je n'étais pas prêt à écouter. Tu viens juste de l'apprendre alors ? Comment expliques-tu que Kelly soit passée en Jeep ? Elle m'a vu assis sur le bord de la route et elle ne s'est même pas arrêtée, elle a juste essayé de se cacher. Submergé par la colère, j'ai raccroché le téléphone, coupant Gina au milieu de sa réponse. J'avais perdu tout sens de la raison. J'ai remercié Sam et sa femme pour leur hospitalité, mais ils ont clairement vu l'agitation dans laquelle j'étais et ont essayé de m'empêcher de partir. Sam a dû savoir ce que j'avais l'intention de faire ensuite. Je me suis dirigé directement vers un endroit familier, un bar que je fréquentais avant que Kelly n'entre dans ma vie. L'ironie des initiales du bar, WC, m'a semblé amèrement amusante, car elle me rappelait maintenant une époque que je préférais oublier. Assis au bar, j'ai commencé à boire. Un verre en a entraîné un autre et malgré la réticence du barman et ses tentatives de me dissuader, j'ai persisté. Il a finalement cédé, versant verre après verre tandis que je noyais mon chagrin dans l'alcool, incapable de faire face à l'épave qu'était devenue ma vie. Au moment où Kelly et Gina sont entrés dans le bar, j'étais déjà fortement ivre. Les yeux de Kelly étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, et Gina avait l'air furieuse. Mais à ce moment-là, leur présence ne m'importait plus. Je suis resté assis, savourant mon dernier verre, complètement indifférent au monde qui m'entourait. Le barman, sentant ma déception, a délibérément évité mon côté du bar. Kelly s'est approchée de moi, essayant de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé, ma colère montant en flèche. « Qu'est-ce qui t'arrive, Dave ? Est-ce parce que Mike et moi avons roulé dans sa Jeep aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, sa voix mêlant confusion et tristesse. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir offensé en répondant amèrement « Désolé, je suis désolé de t'avoir surprise en train de batifoler avec lui. » Dave, tu es ivre et tu ne penses pas clairement. Allons chez moi et parlons-en, a dit Kelly en essayant de me raisonner. Éprouvant une tempête d'émotions, j'ai déclaré obstinément « On va parler ici, ou on ne parlera pas du tout. » Malgré ma colère et mon intoxication, mon amour pour Kelly était si profond que je ne pouvais me résoudre à dire quelque chose de vraiment cruel, pourtant, au fond de moi, j'étais convaincu qu'elle m'avait trahi. Dave, il y a clairement un malentendu entre nous, a plaidé Kelly. Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je t'aime toujours profondément. S'il te plaît, change d'avis et reviens avec moi. Sa sincérité m'a frappé, mais j'étais trop obstiné pour le laisser paraître. Gina, pour la première fois, s'est approchée de moi, l'expression sévère. Si tu n'étais pas dans un tel état d'ivresse et de désespoir, j'aurais peut-être réagi différemment, a-t-elle dit. Kelly t'adore et tu es assis là à la repousser. Il est temps de laisser tomber ton ego, Dave. Tu as besoin de te reposer et de parler calmement demain matin. Toujours enragé, j'ai éclaté, mes mots empreints d'amertume, tu as voulu que je perde Kelly depuis le premier jour, n'est-ce pas, Gina ? N'est-ce pas ce que tu attendais ? Le visage de Gina s'est tendu, mais elle est restée calme. J'ai vidé le dernier verre devant moi, sentant le vertige et l'engourdissement d'une consommation excessive d'alcool s'installer.
Ma vision s'est brouillée, ma tête a tourné, et la chose suivante dont je me suis souvenu, c'était d'avoir perdu connaissance. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, ma tête cognait, la douleur lancinante familière d'une gueule de bois. Lentement, je suis sorti du lit et je me suis dirigé vers la salle de bain. Après m'être aspergé le visage d'eau, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais chez Kelly. Mes vêtements, étonnamment propres et soigneusement pliés, étaient posés sur une chaise dans le coin de la pièce. En m'habillant, j'ai remarqué que mes poches étaient vides. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai trouvé Kelly et Gina assises à table, m'attendant. Gina, fidèle à son comportement vif et sarcastique, a lancé « On ne se sent pas très bien ce matin, n'est-ce pas ?» Son ton m'a pris au dépourvu. Je m'attendais à ce qu'elle célèbre sa victoire perçue sur moi. Kelly, quant à elle, était assise en silence, son regard fixé sur la table. Agacé, je me suis adressé à elle deux, « Eh bien, j'espère que vous êtes satisfaite maintenant » ai-je dit amèrement. Kelly n'a pas fermé l'œil de la nuit, et vous en êtes heureuse, n'est-ce pas? L'expression de Gina s'est durcie, satisfaite? Loin de là. Réalises-tu à quel point tu nous as causé des ennuis hier soir? Voir ton appartement brûler était déchirant, mais ce qui a vraiment dépassé les bornes, c'est quand tu es parti en trombe et que tu t'es saoulé dans ce bouge. J'ai cligné des yeux, confus, attendez, comment savez-vous même pour Sam? Quand lui avez-vous parlé? Comment le connaissez-vous même? Kelly a finalement parlé, sa voix douce mais ferme, j'ai contacté tes parents et découvert où Sam habitait. Il nous a dit où tu pourrais être. Gina et moi avons visité 3 endroits avant de te trouver. Quand nous sommes arrivés à ce bar, tu étais dans un état que je n'avais jamais vu auparavant. C'était choquant, Dave. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de ma frustration, alors vous m'avez amené ici juste pour vous réjouir, pour me faire la morale? Mes parents vous ont-ils demandé de prendre soin de moi? Kelly ne répondit pas. Pour la première fois, j'ai remarqué ses épaules trembler. Elle pleurait, complètement submergée. La voir ainsi a brisé quelque chose en moi. Je me suis effondré sur une chaise, fixant la femme qui possédait mon cœur. Le regard perçant de Gina était la dernière chose avec laquelle je voulais composer, mais elle n'a pas reculé. Elle s'est levée, a marché jusqu'au coin de la cuisine et est revenue avec plusieurs objets dans les mains. Son expression était ferme, presque accusatrice. C'était dans tes poches, a-t-elle dit sèchement en posant les objets sur la table devant moi. C'était un reçu de dîner, un certificat du magasin de vêtements et une boîte à bijoux carbonisés qui contenait autrefois la bague de fiançailles. Peut-être pourras-tu expliquer la signification de ces 3 choses à Kelly, parce que, franchement, j'ai hâte d'entendre ton explication. J'ai fixé les reçus et la boîte, mon esprit s'emballant. Le poids du moment s'abattit sur moi. Kelly, le visage encore marqué par les larmes, a finalement levé les yeux vers moi, son regard cherchant désespérément des réponses. Une vague d'embarras m'a submergé tandis que je tenais les reçus et la boîte de bagues carbonisées dans mes mains. Mon visage est devenu rouge et j'ai eu du mal à trouver les mots pour poser à Kelly les questions qui me brûlaient. Elle avait arrêté de pleurer et me regardait maintenant, son expression illisible. Avant que je ne puisse me ridiculiser, il fallait que je connaisse la vérité. Kelly, pourquoi es-tu allé avec Mike et pourquoi as-tu essayé de cacher ton visage quand tu m'as vu, ai-je supplié, le désespoir clair dans ma voix alors que je cherchais à comprendre. Tu ne comprendrais pas, Dave, a répondu Kelly d'un ton dédaigneux. Mais ensuite, après une pause, elle a soupiré et a continué, sa voix s'adoucissant, Mike a appris l'incendie de ton appartement et est venu me chercher. Il voulait voir s'il y avait quelque chose à sauver. Quand je t'ai vu assis sur le bord de la route, tu avais l'air brisé. Ton état était si grave que je ne savais pas quoi faire. Instinctivement, j'ai paniqué et j'ai eu une réaction malencontreuse. Je suis désolé pour la façon dont ça a paru. Gina, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a interpellé sèchement, sérieusement, Dave, tu dois arrêter d'être si déraisonnable. Elle tient à toi bien plus que tu ne le mérites, bien que je ne comprenne pas pourquoi moi-même. Elle m'a lancé un regard frustré, au moins, tu pourrais être plus gentil avec elle. Elle ne va pas bien non plus. Les mots de Gina m'ont frappé durement. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'avais mal interprété les événements des dernières 24 heures. Je n'ai jamais essayé de ruiner ta relation avec Kelly, a dit Gina fermement, sa voix portant une pointe de douleur. En fait, je vous ai toujours soutenu et encouragé tous les deux. C'est injuste et insultant que tu m'accuses sans aucune preuve ni fondement. Au lieu de te concentrer sur la négativité et la suspicion,
tu devrais peut-être essayer de te souvenir de l'amour et du lien qui vous ont rapprochés tous les deux. C'est important de... Faites-vous confiance et communiquez ouvertement. Le ton de Gina s'est adouci alors qu'elle ajoutait « Je tiens à Kelly et je veux qu'elle soit heureuse. J'ai toujours été sincère et respectueuse dans mes intentions. J'espère que tu peux le voir et mettre de côté les doutes ou l'hostilité que tu pourrais avoir envers moi. » Elle jeta un coup d'œil à Kelly qui me regardait attentivement. Puis Gina laissa tomber la bombe, Kelly pensait à rompre avec toi et à commencer une relation avec Mike. Il se souvient des détails et des dates importantes que tu oublies souvent. Mais, ce penchant est... Baissant la voix, Gina a dit, je lui ai dit qu'elle se trompait. Kelly t'aime, Dave. Elle a juste l'impression que tu ne t'intéresses pas assez à elle parfois. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Je me suis senti comme un idiot complet, et ce sentiment a persisté tandis que Gina continuait, si tu n'étais pas si inattentif aux petites choses, aux dates importantes, aux petits gestes, vous seriez tous les deux bien plus heureux. C'est incroyablement difficile pour moi de te défendre quand tu agis comme un idiot, comme tu l'as fait hier, a dit Gina avec un soupir résigné. À ce moment-là, tout ce que Gina disait prenait sens. J'avais laissé ma propre négativité et mes préjugés obscurcir mon jugement. J'avais été si prompt à supposer le pire, à dépeindre tout le monde autour de moi comme un ennemi, sans prendre un instant pour réfléchir à mes propres actions. Assis là, je ressentais une profonde honte, tenant le reçu pour le dîner au Del Rio. J'ai finalement parlé. J'avais fait une réservation au Del Ross, ai-je dit d'une voix sourde, mais elle a été annulée parce qu'un riche type odieux a réservé tout l'endroit. C'est là que je voulais t'emmener hier soir, Kelly. Je voulais rendre la soirée spéciale et te demander quelque chose d'important. Del Ross, dit Kelly en levant un sourcil. Dave, ce n'est qu'un restaurant, quelle importance? Ce n'est pas juste un restaurant, a interjeté Gina, c'est l'un des meilleurs endroits de la ville, et il s'est souvenu qu'aujourd'hui c'était la Saint-Valentin, a-t-elle ajouté avec incrédulité. Oui, ai-je répondu, ressentant un léger soulagement, mais ce souvenir n'a pas servi à grand-chose puisque la réservation a été annulée. J'ai aussi acheté un nouveau costume. Je voulais que tout soit parfait pour toi, Kelly. Gina me regarda avec un choc évident. Tu as acheté un costume? Tu es vraiment entré dans un magasin et tu as dépensé de l'argent pour des vêtements? Oui, ai-je dit avec un petit rire. Je sais que je suis généralement du genre jean et t-shirt, mais je voulais être à mon avantage pour toi. L'expression de Kelly s'adoucit, mais il y avait toujours une pointe de doute dans ses yeux. Gina, en revanche, semblait stupéfaite. Si seulement ce moment s'était produit dans de meilleures circonstances. Alors que j'étais assis là, tenant l'écrin de la bague, les souvenirs des derniers jours m'ont submergé. Puis, comme par une inspiration divine, j'ai senti une poussée de courage. Déterminé, je me suis agenouillé devant Kelly, prenant ses mains dans les miennes. Son visage a affiché de la confusion et elle a regardé Gina, qui se couvrait maintenant la bouche avec ses mains. Les yeux écarquillés de Gina révélaient qu'elle comprenait exactement ce que j'étais sur le point de faire. Prenant une profonde inspiration, j'ai plongé mon regard dans les yeux de Kelly. Kelly, ai-je commencé, ma voix stable malgré les émotions menaçant de me submerger, je sais que j'ai fait des erreurs, plus que je ne voudrais l'admettre. Hier et aujourd'hui, je n'étais pas à mon meilleur. Je ne suis peut-être pas l'homme le plus impressionnant ou le genre de gars qui se souvient toujours des dates importantes, mais il y a une chose dont je suis sûr. J'ai marqué une pause, laissant les mots s'imprégner, avant de continuer, je t'aime, profondément, sincèrement, inébranlablement. Délicatement, j'ai placé l'écrin de la bague dans ses mains, entrelaçant ses doigts avec les miens. La regardant intensément dans les yeux, j'ai rassemblé le courage de poser la question la plus difficile que j'ai jamais posée à qui que ce soit. Kelly, je sais que la situation n'a pas été idéale ces derniers temps, et les choses entre nous n'ont pas été aussi fluides qu'elles auraient dû l'être. Je suis douloureusement conscient de ma stupidité à penser que tu me quitterais pour Mike. J'aurais dû mieux savoir, mais malgré tout cela, Kelly. J'ai marqué une pause, prenant une profonde inspiration alors que mon cœur s'emballait. Veux-tu m'épouser? La pièce devint silencieuse, et le poids de ce silence était presque insupportable. Gina était stupéfaite, le souffle coupé tandis qu'elle regardait, les larmes lui montant aux yeux. Le visage de Kelly était un mélange d'émotions, surprise, incrédulité et quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Ses propres larmes coulaient librement alors qu'elle me fixait, la profondeur de ses sentiments se reflétant dans son regard. Pendant ce qui sembla une éternité, Kelly ne dit rien. J'ai jeté un bref coup d'œil à Gina,
qui semblait aussi incertaine que moi, puis je me suis tourné vers Kelly, attendant. Finalement, d'un mouvement tremblant mais délibéré, Kelly se pencha et ouvrit délicatement l'écrin que je lui tendais. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles, son éclat reflétant la beauté de la femme qui la tenait maintenant dans ses mains. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle retirait délicatement la bague de son écrin de velours, avec précision, la glissait sur le 4e doigt de sa main gauche. La bague lui allait parfaitement. J'étais stupéfait, elle était censée avoir besoin d'être redimensionnée, du moins c'est ce que le bijoutier m'avait dit. Mais ma surprise se transforma rapidement en une joie écrasante alors que Kelly me serrait dans ses bras, me tirant près d'elle. « Oui, Dave, je t'épouserai, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Ses larmes effleurèrent ma joue tandis que je la serrais fort. J'ai jeté un coup d'œil à Gina et, à mon étonnement, elle pleurait aussi. Son comportement réservé s'était évanoui, remplacé par une émotion brute et non filtrée. Elle s'avança et serra Kelly dans ses bras, exprimant tout son cœur dans l'étreinte. Les deux femmes pleuraient, riaient et s'émerveillaient devant la bague, leurs voix se mêlant dans la joie et la surprise. Un instant, je me suis levé de ma chaise, incertain de ce que je devais faire, mais je me suis rapidement rassis. Je les ai regardées virevolter dans la pièce, leur bonheur contagieux. Le téléphone sonna soudainement, coupant le rire. Le répondeur s'est déclenché et une voix familière a rempli la pièce. « Kelly, c'est moi, Mike. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Dave n'est pas bon pour toi, surtout après ce qui s'est passé hier. Laisse-moi t'inviter à dîner et nous pourrons en parler. » Avant que Kelly ou moi ne puissions réagir, Gina se précipita vers le téléphone et le décrocha avec une vivacité qui me surprit. « Mike, tu es toujours là. » Son ton était mordant et froid. L'expression de Gina s'assombrit alors qu'elle absorbait ces mots. « Écoute, » commença-t-elle fermement, « Kelly n'est pas intéressée par toi, ni par aucun autre gars d'ailleurs. Elle a trouvé quelqu'un de spécial, alors pourquoi tu ne laisses pas tomber ?» Sans lui laisser le temps de répondre, Gina mit brusquement fin à l'appel. Sa colère plana un instant dans l'air, mais ensuite, à la surprise générale, elle éclata de rire. Kelly la rejoignit, et avant que je ne m'en rende compte, je riais aussi. L'absurdité de la situation me frappa. Gina, que j'avais cru être contre moi, venait de me défendre avec acharnement. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle se souciait vraiment, non seulement de Kelly, mais aussi de notre bonheur ensemble. Plus tard ce soir-là, Kelly et moi étions allongés ensemble dans son lit, sa tête reposant sur ma poitrine et la douce lumière éclairant la bague de fiançailles à son doigt. La douce lueur de la bague reflétait son sourire radieux, créant une atmosphère chaleureuse et tendre. J'ai remarqué une seule larme brillant dans son œil et mon cœur s'est serré. « Kelly » ai-je demandé avec prudence, inquiet de son silence, « qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle hésita un instant, puis murmura, « Rien du tout. En fait, tout semble incroyablement juste. Tout est juste parfait. » Sa voix était tendre, emplie d'une sincérité irrésistible. Elle leva les yeux vers moi, son regard rencontrant le mien, et prononça les mots que j'avais tant désiré entendre, « Je t'aime, Dave. » Alors que nous nous préparions pour un mariage modeste, le bonheur de Kelly était palpable. Un sourire quittait rarement son visage. Gina, toujours à ses côtés, l'aidait à planifier chaque détail, et avec le temps, j'ai commencé à voir Gina sous un nouveau jour. J'ai réalisé à quel point je m'étais trompé à son sujet. Elle n'avait jamais voulu que nous rompions, en fait, elle avait toujours été une amie fidèle. J'ai ressenti une profonde honte d'avoir douté de ses intentions, mais j'étais reconnaissant de l'avoir dans nos vies. Quant à Mike, il a essayé de contacter Kelly plus d'une fois, mais elle a évité ses appels et a refusé de le rencontrer. Pour la première fois, je me suis senti complètement confiant en son amour et sa loyauté. Peu avant le mariage, Kelly m'a surpris avec une nouvelle incroyable. Un soir, elle est restée tard au travail, ce qui m'a d'abord inquiété, mais elle est rentrée à la maison avec une lueur dans les yeux qui m'a immédiatement rasséréné. « Dave, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, tu vas être père et je vais être mère. » Ces mots m'ont laissé sans voix pendant quelques secondes. Je ne pouvais même pas les traiter. Était-ce réel ou une sorte de farce? Mais en regardant son visage radieux, j'ai compris que c'était réel. Submergé de bonheur, je l'ai serrée dans mes bras, la tenant fermement tandis que des larmes de joie remplissaient mes yeux. Ma vie avec Kelly me semblait un rêve devenu réalité. Nous avions un avenir lumineux et heureux devant nous, exactement comme je l'avais toujours espéré.
Gina a également partagé une merveilleuse nouvelle avec nous, son petit ami l'avait finalement demandé en mariage et elle avait accepté. Kelly et moi étions ravis pour elle, et nous avons célébré son bonheur en même temps que le nôtre. En regardant Kelly, son sourire illuminant la pièce, je savais une chose avec certitude, la vie, avec tous ses défis et ses incertitudes, m'avait finalement apporté tout ce dont j'avais toujours rêvé.